Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les montres. Oui, c'est vraiment l'ADA de la chaîne, je parle que de ça. Je vous emmerde. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les montres ou qui ça n'intéresse pas. My bad, mais j'aime trop ça. C'est ce que j'aime le plus faire, donc c'est ce que je fais le plus. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, dans la description, vous avez le lien pour commander des montres si vous voulez. Voilà, je vais pas vous dire mieux, vous avez 10% de réduction. Allez voir le shop, il y a plein de trucs pour tous les budgets. Voilà, je vous embête pas plus. Donc aujourd'hui on parle d'une petite marque de montres indépendante. Et évidemment je rigole, on parle de Audemars Piguet. J'ai appris encore une fois plein de choses, que ce soit sur les montres ou sur la marque, juste en faisant cette recherche. Alors je vais être franc avec vous, il y a beaucoup de Wikipédia, il n'y a pas que Wikipédia, j'ai regardé des vidéos aussi, mais il y a beaucoup de Wikipédia parce qu'en fait c'est une source sûre en réalité, et quand je croise les sources, ça revient toujours à peu près aux mêmes choses. Pour ce qui est des dates, je sais que c'est 100% bon. Là où il peut y avoir des erreurs, c'est je sais pas, sur les noms, sur les voilà. Ça vous de me le dire si vous voyez des erreurs pour tous les horlogers fans de montres, j'en sais rien. Voilà, je vais pas vous dire mieux. Donc on va commencer. Donc Audemars Piguet. Donc c'est en 1875 que Jean-Louis Audemars, donc qui a suivi un apprentissage avec son père, décide d'ouvrir un atelier d'horlogerie en Suisse. Évidemment, tout se passe en Suisse comme chaque fois. Désolé, on sait où ça se passe. Donc dans la ferme familiale. Donc vous voyez, une famille voilà de pas des gens très riches. Donc Jules Louis, il est repasseur. Donc qu'est-ce que c'est un repasseur? C'est quelqu'un qui contrôle la qualité des montres, qui est vraiment qui est en fin de ligne d'usine et qui contrôle si la montre est homologuée comme la marque le veut. Voilà, simplement. Donc quelques années passent et les commandes se multiplient dans l'horlogerie. Là c'est vraiment Audemars, pour l'instant il n'y a que Audemars. Et il devient donc nécessaire d'augmenter la main d'œuvre, et pour ça il fait appel à Edward Auguste Piguet. Donc Jean-Louis Audemars fait appel à Edward Auguste Piguet. Vous voyez le truc venir. Donc Edward Auguste, c'était son camarade de classe qui lui aussi a été formé dans le domaine de l'horlogerie par sa famille. Donc en 1881, donc là on a déjà passé 6 ans. En 1881, Jules Louis Audemars et Auguste Piguet, on va dire Audemars et Piguet maintenant, s'associent pour vendre leur propre modèle et fondent la manufacture maintenant horlogère Audemars Piguet NC. Donc qui se restera Audemars Piguet en réalité. Voilà, donc c'est en 1880 que ça voit le jour. Donc comme Rolex dès le début de la marque, ils veulent directement viser le luxe, un public haut de gamme. Le but c'est pas de voilà, c'est pas Casio, c'est pas Seiko, c'est pas du tout pour critiquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en 1882, leurs premiers modèles sortent. Donc là déjà ils vont vite. Ok, en un an, ça y est, ça sort. Donc par exemple les chronographes ou les quantièmes perpétuels. Alors qu'est-ce qu'un quantième perpétuel? Donc un quantième perpétuel, c'est une complication qui consiste à afficher donc le jour, le mois et la position de l'année dans le cycle des années bissextiles. C'est-à-dire que la montre en fait elle se règle toute seule. Même s'il y a des jours à 30 jours, des jours à 31, des jours à 28, à 29, si on est une année bissextile, etc. Voilà. Donc c'est vraiment c'est fou. Déjà, même maintenant c'est fou, mais alors pour l'époque, imaginez. Donc Audemars se concentre sur la fabrication de montres et Piguet sur le développement commercial. Voilà. Donc Audemars c'est vraiment, il fait les montres et bon, évidemment ils sont pas que deux, mais voilà. Et Piguet sur la pub, sur la com, tout ça. Donc de 85 à 89, 1885 à 1889, là on est toujours, par contre j'ai pas mis le contexte, c'est toujours les montres de gousset. Hein. On n'est pas sur des montres à bracelet comme on connaît maintenant, c'est des montres de gousset. Donc de 85 à 89, Audemars Piguet se développe à travers le monde par le biais de succursales. Succursales, c'est simplement, par exemple, non, McDo c'est pas le bon exemple, Decathlon, il y a des succursales en France. En fait c'est juste des endroits où il y a le même nom quoi. C'est pas des franchises en réalité, quoique peut-être c'est pareil. Bref, vous voyez le style. En gros il y a des McDo partout en France, ce sont des succursales de McDo. Voilà. Donc déjà en 89, déjà il y en avait à Genève, Berlin, New York, Buenos Aires et même Paris. Voilà, donc à Paris, évidemment, en 89, qu'est-ce qui se passe en Paris en 1889? Pas 1789, en 1800, il y a l'exposition universelle. Ceux qui connaissent, c'est l'année où on a inauguré la tour Eiffel, qui devait rester éphémère, c'est-à-dire qu'elle devait partir. Mais dans l'exposition universelle, il n'y a pas que les monuments, ok? Et donc, c'est pendant cette exposition universelle,
disait 41, mais il y a genre ça sonne 4 fois, et après c'est un autre bruit pour faire une minute. Pareil pour les heures, en gros, on vous donne l'heure grâce à des sons. J'ai jamais vu ça de ma vie, de mes propres yeux. Je pense pas en voir un jour, mais c'est fou hein, comme complication. C'est très très dur, il y a quasiment rien d'aussi compliqué. Donc voilà. Et donc en 1910 toujours, Audemars Piguet propose des montres toujours plus compliquées, avec des montres avec 15 complications. Voilà, toujours on repousse le possible. Donc de 1918 à 1919, donc pendant la Première Guerre mondiale, Audemars et Piguet ils meurent. Donc Audemars meurt en 1918, Piguet meurt en 19. C'est fou, ça c'est de l'histoire, c'est trop stylé. Et donc ce sont leurs fils respectifs qui prennent la manufacture. Donc Paul-Louis Audemars pardon, et Paul-Edward Piguet. Voilà, Edward Piguet. Donc ils confectionnent des montres pour Cartier et Tiffany & Co. À cette époque-là, Audemars confectionne. C'est comme par exemple Samsung qui fait des écrans et qui les vend à Apple. Voilà, c'est la concurrence, mais en réalité la manufacture peut vendre à la concurrence. En 1925, la marque sort la montre à gousset la plus fine du monde. Donc déjà à l'époque, il y avait cette recherche de faire parler de soi par les prouesses techniques. Dans 1925, sortir une montre de gousset, déjà une montre de gousset en général c'est épais, hein, mais là c'est 1,32 mm. Qu'est-ce qui fait 1,32 mm? Je peux même pas, je crois que j'ai rien sur ma table. Je pense que c'est 100 en vrai. Je pense que pour un degré, je pense que c'est ça, 1,32. C'est peut-être un poil plus que ça, ok? Mais vous voyez ce que ça veut dire. Donc pendant la crise de 1929, je suis pas du tout historien, mais tout ce que j'ai compris, parce que j'ai dû m'enseigner aussi sur ça, c'est le marché boursier américain qui explose en gros. Et donc évidemment, de fil en aiguille, l'effet papillon fait que tout explose dans le monde. Ok, les États-Unis tombent, tout se casse la gueule. Donc les ventes de montres se divisent par deux pour l'entreprise, mais en vrai tout se divise par deux. Quasiment toutes les ventes de toutes les entreprises du monde se divisent par deux. Et il faudra attendre 4 ans pour que le fils de Louis Audemars, donc c'est déjà là, au début on parlait d'un mec, on a eu son fils, et là c'est encore le fils. Le fils de Louis Audemars reprenne l'entreprise et se concentre sur la fabrication des chronographes. Chronographe, je l'ai expliqué la dernière fois. Un chronographe c'est vraiment ça. Un chronomètre c'est juste une montre qui, ne pas confondre avec un chronomètre. Un chronomètre c'est juste une montre qui affiche l'heure, les secondes et les minutes. Je crois que seulement les secondes suffisent et qu'elle est agréée par une académie neutre. Voilà. Mais un chronographe c'est vraiment avec un bouton poussoir pour que vous puissiez voilà, calculer un temps. Voilà. J'espère que j'explique bien. Après la Seconde Guerre mondiale, donc là on a déjà passé pas mal d'années, mais bon ça stagne, ils font des montres quoi. Je raconte aussi des trucs parce que c'est... Vous vous rendez pas compte les gars, je dois raconter 200 ans d'histoire en 20 minutes. Donc après la Seconde Guerre mondiale, quasiment toutes les entreprises de l'époque subissent un essor. Parce que voilà, on sort de la guerre, on a tous envie on pète un câble, ok. Donc logiquement, Audemars Piguet aussi, et l'entreprise sort des modèles de plus en plus complexes, de plus en plus luxueux, notamment avec la première montre bracelet dotée d'un quantième perpétuel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont déjà sorti des quantièmes perpétuels, mais dans des montres de gousset. C'est déjà fou, mais c'est moins compliqué dans le sens où on a plus d'espace. Si je vous demande de faire une horloge et que vous avez une pièce entière pour faire une horloge, c'est plus simple que si vous devez la faire dans une petite montre. C'est ça en réalité la complexité de l'horlogerie. Et là c'est ce qu'ils ont réussi à faire, ils l'ont mis sur une montre bracelet, donc les montres qu'on connaît maintenant, un quantième perpétuel. Donc c'est fou, quantième perpétuel, je répète, jour, date, les années, et genre savoir où se place en année bissextile et tout. Très compliqué à faire sur une montre. Ok, qu'est-ce que j'en étais où Donc de 1967 aux années 2000. Là déjà, vous avez vu comment on passe des années, parce qu'en réalité ça stagne. Alors évidemment il y a des modèles qui sortent, je pourrais tous vous les citer en vous lisant la fiche, mais je trouve ça pas très intéressant. Et puis ça c'est un truc que vous pouvez aller voir vous-même, ok. Donc de 67 à 2000, la marque ne cesse de surprendre. Par exemple avec le mouvement automatique le plus fin du monde, le mouvement automatique avec rotor. Donc un mouvement automatique, je vous ai déjà expliqué ce que c'est. C'est quand on le porte, il se recharge et il fonctionne. 2,45 mm d'épaisseur. Qu'est-ce que c'est? 2,45 c'est les gars, je pense que c'est... J'ai même pas sur ma table. Ouais non ça c'est plus épais. C'est minuscule, ok. Mais même pour maintenant c'est fou hein, encore. En 86, elle intègre le mouvement tourbillon à remontage automatique dans sa gamme. Alors qu'est-ce qu'un mouvement tourbillon? Je vous mets la photo ici. C'est un truc que vous verrez jamais dans votre vie, à part si vous vous intéressez vraiment à l'horlogerie et que vous allez, je sais pas, dans des salons d'horlogerie, chez un horloger. Mais je veux dire, c'est pas un truc que tu croises, parce que ça a pas vraiment de sens. Pour vous expliquer un petit peu, si je dis des bêtises, reprenez-moi, ceux qui s'y connaissent. Vous avez, je vous ai déjà expliqué 100 fois, je vais éviter de le répéter à chaque fois, mais vous avez le mouvement automatique, le mouvement
à quartz, bon ça on s'en fout pour l'instant, mécanique, automatique et manuel. Et vous avez à tourbillon, donc il peut être aussi automatique et manuel. La seule différence c'est que le genre de rotor qu'il y a de base sur une montre, alors là je vais dire sûrement de la merde, là je vais utiliser les mauvais mots mais je vais essayer de me faire comprendre. Normalement ce qu'il y a sur une montre de base ça ne bouge pas, c'est plat, voilà, et quand vous bougez le rotor tourne et ça recharge, voilà simplement, ça c'est une montre automatique. Une montre automatique tourbillon, c'est un tourbillon qui tourne sur lui-même, on appelle ça, c'est pour ça qu'on appelle tourbillon, parce qu'en fait le mouvement de la montre tourne sur lui-même, ça fait des montres beaucoup plus épaisses logiquement parce qu'il faut que le truc tourne sur lui-même. Et en fait ça avait un intérêt à l'époque sur les montres de gousset parce que on portait pas les montres au poignet, donc pour recharger la montre, en réalité les montres automatiques ça avait pas de sens parce qu'on bougeait seulement comme ça et on faisait pas trop de, oui on marchait avec, elle était dans la poche ici. Donc le tourbillon avait un sens parce qu'en fait pour se recharger lui, il tourne sur lui-même donc il peut se recharger dans tous les sens, ok. Donc c'est pour ça que ça avait du sens. En réalité avoir une montre à tourbillon c'est plus un, comment dire, c'est comme avoir une voiture avec 1000 chevaux, ok. Les routes sont limitées à 130, alors évidemment vous allez me dire on peut accélérer, et oui c'est ça, tu flex en fait, c'est ce que je dis pas que c'est con d'avoir une voiture avec beaucoup de chevaux, je dis juste que c'est pareil, c'est avoir c'est avoir trop pour rien, vous voyez ce que je veux dire. Une montre automatique suffit largement si vous la portez tous les jours. Tourbillon ça sert vraiment à rien, à part être vraiment une pièce d'horlogerie, et je rêverais d'en voir une. J'espère que c'est clair. Là on continue dans les trucs fous de Audemars jusqu'en 2000. En 1989, la Dual Time, qui est une montre qui affiche deux fuseaux horaires avec le même mouvement. Donc la GMT était déjà sortie, la Rolex GMT, mais je crois qu'elle n'affichait pas l'heure avec le même mouvement. Il y avait deux fuseaux horaires et je crois qu'il y avait deux mouvements séparés. Là c'est avec le même mouvement, elle affiche deux fuseaux horaires, je crois. Et plein d'autres avancées je pourrais vous citer, mais là ça va, la vidéo elle se transforme en documentaire, c'est horrible. Donc avant de continuer, après les années 2000, on va revenir juste un petit peu avant 72, bon, un petit peu beaucoup avant. Évidemment que j'en ai pas parlé, mais il faut que j'en parle, et j'ai dois parler au moins d'un modèle. C'est la Royal Oak, donc elle sort en 1972, donc c'est le modèle le plus connu de la marque évidemment. Je pense que même vous, si vous ne connaissez pas en montre, vous devez vous connaître. Donc elle est dessinée par Gérald Chantage, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de mon top 10 des montres, qui a dessiné pour Cartier, Patek Philippe, Omega, IWC je crois, enfin bref, le frérot est pas mauvais. Donc au début la montre quand elle sort, ça c'est un petit peu la success story, elle a du mal à séduire. Ok, elle sort, elle est imposante pour l'époque et elle coûte 10 fois plus cher ou 5 fois plus cher, je sais plus, non je l'ai pas écrit. Elle coûte vraiment plus cher que la Rolex Submariner qui était en réalité sa concurrente, parce qu'en fait c'est des montres qui doivent aller sous l'eau. Bon maintenant c'est plus le cas, on les met sous des costards, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est des montres de sport et elles coûtaient 10 fois plus cher, et en vrai de vrai c'était les deux en acier. Alors ok c'était peut-être plus prestigieux de marque, mais vous voyez il n'y avait pas de réel intérêt. Donc la marque elle déclinera cette montre pas en dizaines de coloris jusqu'à nos jours, et de matériaux, donc en or, en acier, en céramique même, et de complications avec des phases de lune, des chronographes, des dates, bref. La montre a été décuplée 150 fois, ok. Et j'aime beaucoup cette montre, mais c'est pas assez loin d'être mon préféré, mais j'aime beaucoup cette montre. Donc jusqu'aux années 2000, la marque produit environ 5000 montres par an, et à l'occasion des 125 ans, donc il s'ouvre un nouveau bâtiment en Suisse toujours, pour produire des montres. Et alors je vous parle, Audemars Piguet produit 40 000 montres par an environ, ce qui est en réalité rien du tout. Ça paraît énorme, mais c'est rien du tout parce que, bon j'en parlerai après, vous allez comprendre. Toutes les montres sont toujours confectionnées à la main, ça je l'ai écrit, il fallait que je le dise. Donc je sais pertinemment que j'ai omis des dizaines d'anecdotes, de faits, voilà pour cette vidéo, mais sinon elle allait durer 3 heures et ça allait pas être intéressant. Je vous ai mis les points les plus importants d'après moi. Donc je veux quand même parler de l'actualité de la marque. Donc la PDG actuelle de la marque c'est Ilaria Resta. Donc je ne la connais pas, je n'ai pas d'avis sur cette femme. Mais ça, elle est là depuis le 1er janvier 2024, donc c'est vraiment tout nouveau quoi. Mais avant qu'elle parte pendant 12 ans, c'est de lui dont on va parler un petit peu. C'était François-Henri Benamias. Bon, ça se dit comme ça. C'était le PDG, pardon, le PDG qui a redonné vie à la marque en vrai. Et il a triplé le chiffre d'affaires de la marque. Donc j'ai lu une interview de lui, il dit que c'est pas ce qu'on veut qu'on retienne de lui, même si il peut le flex un petit peu. Il a triplé le chiffre d'affaires de la marque. Et il a touché un public beaucoup plus large qu'avant. Avant, c'était pas pour tout le monde, ok. Ça n'est toujours pas par le prix, mais tout le monde s'intéresse à Audemars Piguet. Donc ce mec là, Benamias, il a fait, je vous laisserai aller voir, il a fait plein d'interviews avec Romain Lannery, je crois qu'il s'appelle. C'était assez intéressant, j'aime bien sa vision de voir les choses. Après bon, bon, je dirais pas mon avis dessus, mais voilà, allez voir, vous allez vous faire votre propre avis. Et il disait que il a pas cette vision entrepreneuriale de vraiment faire de l'argent. Bon, j'y crois pas trop, mais ok, laissons le bénéfice du doute.
vision de fou sur Audemars Piguet. Et il a par exemple travaillé avec Marvel. Bon, ça, moi j'ai pas un avis super cool là-dessus, parce que je suis un gros con, mais il travaille avec Marvel, il a fait une collaboration avec Marvel, je vous mets des photos ici pour la Royal Oak, il a mis Spider-Man, Black Panther, je sais plus qui, bref. Je les trouve immondes, les montres. Ça c'est mon avis, en vrai c'est pas un débat. Vous pouvez les trouver très belles, voilà. Et elles coûtent tout aussi cher que des vraies. Enfin, c'est des vraies montres, mais bon, bref. Et il a par exemple aussi fait une collaboration avec Travis Scott, qui est sorti fin d'année dernière. La montre est jolie en vrai, mais c'est plus pour le principe, vous voyez ce que je veux dire. Rolex, qui est pourtant une montre moins luxueuse que Audemars Piguet, parce qu'en réalité l'entrée de gamme de Rolex c'est 7000 euros. Et en vrai de vrai, beaucoup de monde ont des Rolex, vous avez déjà dû en croiser. Audemars Piguet c'est beaucoup plus rare, mais Rolex se permettrait jamais, je dis pas que c'est mauvais ou bien, c'est juste un constat. Rolex se permettrait jamais de mettre Spider-Man sur sa montre, ok, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça, je sais pas, c'est peut-être mon avis, peut-être je suis un vieux con, et genre il faut s'ouvrir à tout. Moi je trouve ça bien de faire des modèles qui sont plus adaptés pour les jeunes, ok, mais des collaborations avec Marvel et mettre Spider-Man dans la montre, une montre aussi emblématique que la Royal Oak en plus. Bref, ça c'est peut-être que mon avis. En tout cas, la collaboration avec Travis Scott est très bien réussie. Après, j'ai le même avis que sur Spider-Man. C'est un rappeur, je dis pas que. Après, bon, il s'intéresse un peu aux montres, c'est déjà ça. Mais voilà, moi vous avez mon avis là-dessus. Je finis la vidéo en disant que le chiffre d'affaires de Audemars Piguet cette année, pour ceux que ça intéresse, 2023 en tout cas, c'était 2,5 milliards d'euros. Énorme. Et ils ont vendu entre 40 et 50 000 montres. C'est fou. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que j'ai dit l'entièreté, j'espère que je me suis pas trompé sur grand chose. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter, je suis preneur.